Bonne année à vous, mesdames et messieurs, en compagnie d'Aroué TV. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver encore en ce début d'année 2019 dans votre émission L'essentiel de l'actualité, en abrégé l'essentiel de l'actu. Alors, comme d'habitude, je ne suis pas seul en studio. Je suis avec un homme politique togolais, le président du parti Le Net. Vous l'avez sans doute compris, je parle du nouvel engagement togolais avec M. Djerry Itama, qui est le président. Bonjour, M. Djerry Itama. Bonjour. Alors, soyez les bienvenus dans notre studio. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. D'accord, c'est parfait. Alors, comme vous le savez, le principe est simple. Nous sommes dans une émission politique. Monsieur Djerry Itama, je rappelle aux téléspectateurs que votre parti a participé aux dernières élections législatives du 20 décembre 2018, les élections qui ont été boycottées, il faut le rappeler, par la principale coalition de l'opposition togolaise, la C14. Alors, ce boycott suscite évidemment un débat, les avis sont partagés. De votre côté, est-ce que vous comprenez ce boycott de la part de la C14 ? Écoutez, vous savez, moi je suis entré en politique avec une idée très claire, c'est que la politique de la siège vide n'a jamais été productive. On n'a jamais, toutes les conditions ne sont jamais réunies avant de faire une activité. Donc je peux à la limite dire que je ne comprends pas ce boycott, mais je suis sans aucun doute mal placé pour analyser et commenter une action responsable d'une coalition responsable qui sait où elle va. Nous sommes une formation qui n'est pas de la C14, mais ce que nous déplorons, c'est que quand nous prenons quand même ce que nous avons vécu dans ce pays, en 1999 et en 2002, il est évident que le boycott d'une élection législative n'a jamais apporté de solution à un problème politique aussi épineux que ceux relatifs, par exemple, aux réformes constitutionnelles. De l'autre côté, c'est vrai que vous l'avez dit, que vous n'êtes pas mieux placé pour pouvoir juger. De l'autre côté, on estime que la politique de la chaise vide, comme vous le dites, que ce n'est pas vraiment une chaise vide, mais qu'on parle en réalité d'une chaise empoisonnée. Et si je reprends exactement les termes de Nathanaël Olympio, qui fait partie de la coalition des 14 partis politiques, on estime que la chaise est empoisonnée. Non, vous savez, il faut peut-être dire aux téléspectateurs, parce que quand nous venons à ces émissions, nous avons un devoir de pédagogie. En matière électorale, il n'y a pas de seuil de taux de participation qui valide une élection. Si vous allez à une élection et que le taux de participation il est de 10%, c'est uniquement le suffrage exprimé qu'on prend en compte. C'est-à-dire, je prends un exemple très simple au Togo, le recensement a donné 3 millions d'électeurs. Ben, si sur les 3 millions d'électeurs, il n'y avait que 100 électeurs qui allaient voter le 20 décembre, en fait, on prendra le suffrage exprimé parmi les 100. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de seuil, à partir duquel une élection est légale et ensuite éventuellement légitime, il n'y a pas de chaise qui puisse être empoisonnée. Je voudrais savoir de façon claire, dites-moi, pourquoi avez-vous été aussi insensible aux multiples appels à reporter les élections, histoire de donner la chance d'avoir une élection inclusive et puis transparente, peut-être pour une fois. Nous avons une crise en 2017, et crise à l'issue de laquelle nous avons appelé la CEDEAO comme médiatrice. Et depuis le début de l'approche du processus électoral, nous avons dit, écoutez, même si les gens nous ont dénié, alors que nous participons depuis 2012 à l'activité politique. Nous avons été membres fondateurs de la coalition Arc-en-Ciel. Nous avons été membres fondateurs de CAP 2015. Nous avons décidé d'assumer notre identité et nous en sommes sortis. Si même depuis cette période-là, on nous a dénié, on nous a dit non, on ne peut pas participer au dialogue, nous avons dit ok, à partir du moment où nous avons appelé la CEDEAO, organisme supranational, de nous dire de quelle façon sortir de la crise, nous suivrons la CEDEAO. La CEDEAO a demandé d'aller aux élections le 20 décembre. Oui, il y a eu des personnes qui ont demandé à ce que ces élections-là n'aient pas, ou bien qu'on reporte éventuellement la CEDEAO, qu'on reporte éventuellement les élections. Mais la CEDEAO, qui a été appelée à la rescousse, a maintenu la date du 20 décembre comme date des élections. Le Net ou une autre formation aurait décidé de boycotter ces élections, que ça ne changerait rien du tout. La preuve, on se rend compte que la C14 l'a boycotté, mais ça n'a rien changé. Vous imaginez le drame que ça aurait été si nous étions repartis à la carte de départ de 1999, à savoir une assemblée monocolore où il n'y a pas des îlots de résistance. Ça aurait été catastrophique. Donc oui, il y a des gens qui ont appelé à reporter les élections, mais quelle est la légitimité de ces personnes? C'est la question. Et oui, mais M. Djerry Itama, quand vous dites qu'on risque d'avoir l'assemblée monocolore, nous l'avons presque, parce que, excusez-moi, mais de votre côté, vous avez par exemple 3 députés.
Bon, avec 3 députés, je me demande ce que vous pourriez faire. Je vais reprendre une chose. Vous savez, l'Assemblée nationale sortante a voté 117 lois. Et sur les 117 lois, l'opposition n'en a introduit aucune. Parce qu'il y a une majorité mécanique qui s'est installée. Donc, que vous soyez 5 sur 91, que vous soyez 3 sur 91, que vous soyez 27 sur 91, que vous soyez même 30 sur 91, si vous rentrez dans la logique de la majorité mécanique, de toute façon, vous ne faites rien. Et aujourd'hui, la question, c'est de savoir si dans 5 ans, le bilan de cette Assemblée pourra être apprécié à l'aune des réalisations que cette Assemblée aurait faites. Si vous prenez uniquement le rapport de force, qu'on est 12, aujourd'hui on a 12 députés issus de l'opposition à l'Assemblée, contre 28 issus de l'opposition dans la législature passée. Mais elle est toujours minoritaire. Donc, sur le fond, il n'y a pas de changement. Une minorité est une minorité. Qu'elle soit d'un tiers ou qu'elle soit d'un quart, elle reste une minorité. Et sachant qu'à l'Assemblée nationale, la plupart des lois se prennent la majorité. Donc, que vous soyez minoritaire d'un quart ou que vous soyez minoritaire d'un tiers, ça ne change absolument rien. Ça veut dire que quelque part, ceux qui disent qu'il faut peut-être obtenir les conditions idéales de participation à ces élections, peut-être pour renverser la tendance, ont peut-être raison, parce que en réalité, peut-être que si nous nous retrouvons dans un contexte de transparence, la courbe pourrait être inversée. Dans ce cas-là, la majorité pourrait peut-être... Dans ce cas-là, vous me direz que quand les gens sont allés aux élections en 2007, ils avaient rempli les conditions de transparence. Quand les gens sont allés en 2013... Vous estimez qu'en 2007, c'était transparent? Non, je dis, puisqu'en 2007, nous, on n'était même pas encore en politique. Oui, mais en tant qu'observateur à l'époque, parce que vous n'êtes pas arrivé en politique à partir de 2012. Non, si vous dites qu'il y a des gens qui considèrent que les conditions de transparence ne sont pas encore réunies alors qu'ils sont allés aux élections en 2007 et en 2012, donc nous devons, par syllogisme, tout simplement, convenir donc qu'en 2007 et en 2013, les conditions étaient réunies. C'est pour ça qu'ils sont allés aux élections. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, faire cette comparaison, c'est ne pas oublier le contexte particulier de médiation de la CEDEAO. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens acceptaient, tout en nous écartant, vous prenez l'UFC en 2013 a fait 8% de l'électorat. On a dit que l'UFC, du moment où l'UFC n'est pas dans la C14, pas besoin d'aller au dialogue. Nous avons fait, c'était pas extraordinaire, 1,5% de l'électorat en 2013. On nous a dit, vous n'êtes pas avec la C14. 1,3 précisément. Oui. 21 569. Voilà, vous n'êtes pas avec nous. Bon, allez, au revoir, vous ne pouvez pas aller au truc. Et donc, on a dit, OK, il n'y a que 15 partis. 15 partis. C'est-à-dire que les 14 partis, la C14 et UNIR, ça fait 15 partis sur 111 partis qui sont les ayants droit. Ben on a dit, OK, tant mieux. Maintenant, du moment où les médiateurs que vous avez appelés ont dit, ben, écoutez, nous maintenant, parce que nous considérons que les conditions sont réunies, ben, ils ne nous revenaient pas puisque nous ne sommes pas des protagonistes. Nous sommes montés dans un train conduit par la CEDEAO, où il y a UNIR et comment on appelle la C14. La C14, mettre le carburant, ainsi de suite. Ben, le train continue. À un moment, la C14 dit, moi, je descends du train. Ben, celui qui est aux manettes du train dit, mais moi, je continue. Ben, écoutez, au nom de quoi, nous, il fallait tout simplement, alors que pendant une année, les gens n'ont à aucun moment, nous avons envoyé au moins 8 ou 9 courriers à l'ensemble des protagonistes, CEDEAO, UNIR, C14. UNIR nous a toujours répondu, la CEDEAO nous a répondu, la seule personne qui nous a jamais répondu, c'est la C14. Pendant que des gens vous ont méprisé sans jamais tenir compte de votre avis, comment est-ce que vous y allez décider alors qu'on n'a jamais demandé de votre avis, alors que vous étiez à la CENI? On a demandé qu'il fallait que vous quittiez la CENI, vous avez quitté la CENI, alors qu'un parti parlementaire comme l'UFC était à la CENI, on lui a dit, ben, écoutez, quittez la CENI. Elle a quitté la CENI. Au nom de quoi est-ce que le net ou toute autre formation aurait décidé de suivre des gens qui n'ont jamais en réalité écouté le moindre mot pour le prétexte que ben, c'est pour leurs beaux yeux? Non. D'autant plus, il faut quand même le rappeler, d'autant plus que l'appel au boycott du recensement n'a pas été suivi. Il y a la C14 qui a fait une conférence de presse à Eda Oba où ils étaient fous furieux contre les populations togolaises qui n'ont pas suivi le mot d'ordre de recensement et qui sont allés se faire recenser. C'était les prémices, en réalité, et personne n'a voulu écouter ce premier signal que les populations togolaises ont voulu. Mais vous connaissez un peu les conditions dans lesquelles les gens ont été enrôlés. Il y a eu l'enrôlement des mineurs. Après, bon, la CENI aussi a reconnu une certaine partie. Maintenant, vous savez,
si on a commis des experts en matière électorale pour pouvoir faire l'audit de notre fichier, c'est parce qu'on sait justement que et les doublons et des mineurs peuvent se retrouver enrôlés. C'est pour ça que la CEDEAO a envoyé ses experts et c'est justement pour ça qu'ils ont fait ce travail. Et c'est à l'issue de ce travail qu'on s'est retrouvé avec un fichier de plus de 3 millions. C'est pas avant. Donc oui, que des mineurs, notre système d'enrôlement est problématique parce que nous avons un état civil qui est défaillant. Mais que des mineurs aient pu se faire enrôler et qu'on ait pu les enlever, tant mieux. Mais il n'en reste pas moins qu'au lendemain même de ce travail-là, tout le monde a reconnu que le mot d'ordre du boycott n'a pas été aussi suivi qu'on le pensait. Bon, Monsieur Tama, vous avez parlé tout à l'heure de la CEDEAO qui demandait d'aller aux élections le 20 décembre, mais vous semblez peut-être feindre un peu ou bien en tout cas ignorer les autres points qui ont été mentionnés dans la recommandation de la CEDEAO, la recomposition de CENI. Le point B de l'article 38 parle de la recomposition inclusive impliquant tous les acteurs. Et quand vous parlez d'acteurs politiques, vous ne parlez pas uniquement de la C14 et de UNIR. Parce que en ce cas-là, dans ce mois-là, il faut dire juste aux autres partis de se saborder. Nous avons rencontré les représentants de la CEDEAO. Et on nous a demandé humblement que pour l'apaisement, de ne pas s'appuyer sur cet élément. Nous aurions pu, si nous avons voulu, si nous étions dans une approche jusqu'au boutiste, dire, écoutez, vous savez, quand vous êtes à la CENI, si vous ne démissionnez pas, vous n'en êtes pas. Nous aurions pu dire, on ne part pas. Mais on a dit, écoutez, si ça peut régler la crise, ça règle. Parce que quand on parle d'acteurs politiques, on ne parle pas des protagonistes, on parle des acteurs. Et si vous considérez qu'il n'y a que des acteurs qui peuvent prendre part aux élections, dans ce cas-là, ou bien un matin, on va nous dire que les autres formations politiques du Togo, hors C14 unis, n'ont même plus le droit de participer aux élections. Ce qui serait quand même assez dramatique. Parce que quand vous prenez l'article 12 du Code électoral, l'article 12 du Code électoral vous dit qu'il y a 5 représentants des partis parlementaires. Je vous rappelle que nous sommes dans un contexte de crise. Et vous avez dit vous-même qu'il y a un médiateur qui a été invité dans l'affaire. Il ne faut pas prendre le contexte de crise quand ça arrange certains et ne pas prendre le contexte de crise quand ça arrange d'autres. C'est-à-dire que vous dites que la CEDEAO a dit que. Si on dit la CEDEAO a dit que, on suit tout ce que la CEDEAO a dit. Et donc, en ce moment-là, vous avez un problème, vous allez voir un juge. Le juge vous donne un avis. Maintenant, hypothèse numéro 1, vous dites, écoutez, on suit l'avis du juge. Hypothèse numéro 2, vous dites, on rejette l'avis du juge. Autrement, vous ne dites pas, on suit l'avis du juge, mais par contre, sur ce point, on ne prend pas. Parce que quand le 23 septembre, le comité de suivi s'est retrouvé à Lomé, il y a eu 3 types de décisions. La première, c'était de dire, on fait le recensement à partir du 1er octobre. Le deuxième, c'était de dire la C14 rejoint la CENI. Et le troisième, c'était de dire on met en place les experts. On a mis en place les experts. On a attendu la C14 pour se retrouver à la CENI avant le 30. On ne les a pas trouvés. Et le recensement a commencé. Parce que justement, il y a des questions qui sont des questions importantes sur lesquelles nous sommes pleinement d'accord, comme le découpage électoral, mais qui ne se retrouvent nulle part dans les recommandations de la CEDEAO. Dans les recommandations du 30, vous ne retrouvez pas les éléments concernant le découpage. Donc, à partir de là, c'est que vous êtes allé voir un juge, le juge a rendu une décision. À partir de ce moment-là, tous ceux qui étaient en conflit disent, écoutez, nous on écoute le juge. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes des acteurs politiques. On a un juge qu'on a appelé qui s'appelle la CEDEAO. Nous disons qu'à partir du moment où tout le monde a reconnu que c'est la CEDEAO, nous suivons la CEDEAO. Maintenant, après, si vous étiez en train de me dire que le scrutin du 20 décembre s'est organisé contre l'assentiment de la CEDEAO, je pense que moi, nous l'avons dit, au moins à plusieurs reprises, si la CEDEAO dit de reporter les élections du 20, on les reporte. Mais maintenant, si vous appelez la CEDEAO vous dit faites les élections le 20, au nom de quoi nous aujourd'hui on irait dire ah non, mais parce que la C14 qui n'a jamais pris aucun de nos avis, parce que la C14 cette fois-ci n'est plus d'accord, nous on n'irait pas, non, on ne le ferait pas. D'accord, donc à vous entendre parler, on se rend compte, en tout cas selon votre logique, en réalité, la feuille de route de la CEDEAO a été respectée et puis ça, on n'est pas protagoniste de la crise. Donc mais vous avez dit que c'est à cause de la CEDEAO a dit d'aller aux élections. Nous n'étant pas protagonistes de la crise, c'est pour ça que je prends bien l'allégorie du train. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes dans un train. Le train au départ était à l'arrêt. On a amené un chauffeur, on a dit écoutez, voilà, c'est celui-là qui conduit le train. À un moment, pendant qu'on a montré à la personne que c'est lui qui conduit le train, quelqu'un dit, moi je suis plus dans le train. Mais malheureusement, nous sommes tous dans le train. Et si ce train-là allait vous conduire dans un gouffre,
Mais seriez-vous toujours à dedans? partir du moment où nous avons donné du quitus à ce monsieur, voilà, c'est tout simple. T'es allé dans le groupe? Nous sommes, non, actuellement là, nous ne considérons pas que nous sommes dans un groupe. D'accord, bon, au-delà des raisons que vous avancez, qui vous ont peut-être motivé, y aurait-il pas quelque part l'esprit d'un opportunisme politique qui vous aurait guidé? Je m'explique. Vous vous dites, bon, c'est peut-être l'occasion de devenir député ou bien de gratter quelques sièges à l'Assemblée nationale parce que les ténors de l'opposition n'y vont pas. Par hasard, en fait. Le 27 juillet 2017, soit tout heureux d'ailleurs. Quelques temps avant la... 2 semaines avant le déclenchement du 9 août, le NET a fait un congrès durant lequel il y avait 3 objectifs que le NET avait. Le premier, c'était de devenir un parti présent à la CENI. Le deuxième, c'était de devenir un parti parlementaire. Et le troisième, c'était d'avoir minimum une dizaine de communes pour les élections locales qui arrivent. Et nous n'avons pas dérogé à cet objectif-là. Nous n'avons pas travaillé en regardant si quelqu'un viendra ou quelqu'un ne viendra pas. On se félicite pour ce timing-là. Nous avons fixé nos objectifs au minimum 20 jours avant, ou bien même pas 20 jours, 22 jours, 24 jours même d'ailleurs, avant le déclenchement du 9 août. Donc si nous avions déclenché après, vous aurez dit, ah oui, mais est-ce que vous n'avez pas fait de l'opportunisme politique? Nous visions 5 députés le 27 juillet 2017. Aujourd'hui, nous en avons 5, et 3 plutôt. Nous n'avons pas encore atteint l'objectif. Et je répète encore que nous les visions pendant que toutes les autres formations étaient en lice. D'accord, mais M. Jerry Tama, je suis un habitué de votre page Facebook. J'aime bien vous lire, que ce soit sur Facebook ou des interviews et tout. Et j'ai remarqué que vous faites partie, en tout cas, de ceux-là qui plaidaient toujours pour les réformes. Peut-être qu'ils plaident pour les réformes. Nous plaidons toujours oui, pour les réformes. Oui, tout à fait. Et vous dites qu'en fait, il faut opérer les réformes avant les élections. Ça, c'est une position que vous avez tenue de par le passé. Mais après, on a remarqué que malgré tout, vous êtes allé à ces élections. Alors, on se dit, où se trouve la consistance, la constance, la cohérence avec soi-même quand on demande d'aller... Je vais vous expliquer. Ok, expliquez-moi. Quand vous prenez l'ensemble des propositions de l'expert électoral, qui ont été validés par la C14, qui ont été même contestés par le NET. Et tout heureux, la CEDEAO nous a donné raison parce que nous avons été ceux qui avons contesté cette mesure qui paraissait complètement saugrenue de dire qu'on ferait le deuxième tour à la seule condition que 50% des personnes inscrites aient voté pour le premier tour. Quand vous prenez les 3 points, que ce soit l'amendement de l'article 59, que ce soit l'amendement de l'article 60 et l'amendement de l'article 100, vous n'avez absolument aucun impact sur les élections locales et législatives. Aucune corrélation entre ce type de réforme-là et les élections locales, donc et législatives. En réalité, ce que la C14 a dit, bon, finalement, nous, on est prêts à prendre et que c'est ça qu'on veut, si on les faisait, en réalité, ça n'aurait eu absolument aucun impact sur les élections locales. Ça, c'est le premier élément. Nous, quand nous parlons de réforme, et nous l'avons présenté lors d'une conférence de presse le 4 février 2018. Nous avons proposé 26 articles de réforme sur la Constitution et 11 mesures de modification du cadre électoral, y compris la possibilité d'avoir des députés de la diaspora. L'ensemble de ces observations que nous avons envoyées, comme je vous l'ai dit encore, à la C14, à UNIR et ensuite aux facilitateurs, nous ont valu des retours plutôt, on va dire, courtois de la part d'UNIR et de la CEDEAO en disant on a accusé réception, on verra ce qu'on fera, et d'un silence parfois même méprisant de la part de nos amis de la C14. Donc en réalité, quand vous prenez les réformes, si c'est uniquement les réformes constitutionnelles dont il est question, elles n'avaient absolument aucun impact sur la question des élections législatives. Maintenant, nous n'étions pas à l'Assemblée nationale passée. Et vous êtes rendu compte que, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que du moment où aucune des composantes n'avait la minorité et le quorum, la majorité qualifiée pour faire la réforme, depuis maintenant, quasiment, on va dire maintenant depuis une dizaine d'années, ces minorités de blocage ont fait qu'on n'a jamais réussi à faire les réformes dans notre pays parce qu'en réalité, il y a une sorte de prise d'otage de l'ensemble de ces députés-là concernant les mesures de réforme. Donc oui, avoir une nouvelle assemblée qui mette en priorité, quand aujourd'hui on nous pose la question, quelle est votre priorité? On dit non, il faut absolument dans les mois à venir, déjà peut-être au mois de février, faire la réforme constitutionnelle parce qu'il y en a marre.
on veut passer à autre chose. Donc, hypothèse numéro 1, nous ne sommes pas à l'Assemblée, les gens se crêpent le chignon à l'Assemblée sur des questions de réforme. Et nous disons que personne nous a demandé notre avis, mais s'il n'y a pas de réforme, on ne va pas aux élections. Et on reste dans un blocage où nous disons, écoutez, nous avons une CEDEAO qui décide de nous accompagner, allons aux élections. Si certaines personnes décident de ne pas le faire, il n'y a pas de souci. Si par la fortune des urnes, nous nous retrouvons à l'Assemblée, nous ferons tout le lobbying, quel que soit le nombre de députés que nous avons, nous ferons le lobby pour faire en sorte que les réformes aient lieu. Maintenant, vous savez, si dans 6 mois, vous vous rendez compte que les réformes constitutionnelles ont eu lieu, en respectant même, parce que ce qui était sur la table de la commission des lois à l'Assemblée nationale est conforme à près de 98% à ce que l'expert a envoyé. Si nous le votons, ce texte-là, vous nous direz bravo. Si on n'y arrive pas, vous pourrez nous dire que, en fait, on allait perdre notre temps à l'Assemblée. Mais attendez 6 mois. Qu'on vous attende au moins jusqu'à 6 mois pour pouvoir vous juger. 6 mois. Alors, Monsieur Tama, pensez-vous qu'avec les nouvelles élections, surtout avec la rentrée parlementaire d'aujourd'hui, la crise politique est derrière nous? Non, la crise politique, vous savez, le Togo a toujours été en crise depuis 1946. Depuis que les partis politiques ont commencé à naître, le Togo a toujours été en crise. Et aujourd'hui, il y a un seul élément. Est-ce que la C14, puisque c'est elle qui se met dans les rues, est-ce qu'elle va réussir à mobiliser plus qu'elle en a réussi à mobiliser durant toute l'année 2018 où ça a été un peu plus faible que 2017. Si les mobilisations sont énormes, personne ne pourra ignorer ce tas de choses et puis vous aurez peut-être la CEDEAO qui reviendra. Mais si on reste dans des manifestations qui sont contrôlées, localisées, géolocalisées et qui font que aujourd'hui il faut avoir le courage de le dire, quand il y a une manifestation de la C14 à Lomé, la circulation est plutôt ordinaire. Il y a de cela, en 2017, quand on dit manifestation, vous sortez, à peine vous trouvez un chien qui erre. Donc, il y a un rapport de force qui s'est inversé. Et si ce rapport de force ne se stabilise pas, oui, on risque malheureusement d'être dans une situation où la crise est derrière nous. On risque d'être dans une situation où la crise est derrière nous, comme vous le dites. Monsieur Diritama, vous avez tout à l'heure évoqué le cas de la C14, que vous avez d'ailleurs cité plusieurs fois. J'avais dit que je vous lis souvent sur votre page Facebook. J'ai remarqué que très souvent, vous êtes très critique envers la C14. Bon, à un moment donné, je me dis, mais monsieur Dieri, il se situe exactement sur l'échiquier politique. Nous ne sommes pas mais écoutez, monsieur, oui, s'il vous plaît, je finis, puis vous répondez. Je me demande où est-ce qu'on peut exactement vous situer sur l'échiquier politique. Êtes-vous opposant au régime ou opposant des opposants? Ok, je peux répondre? Oui, vous pouvez y aller. Bon, sur ma page Facebook, je m'exprime beaucoup en tant que citoyen, mais en ce qui concerne le parti politique que je dirige, qui s'exprime par des conférences de presse, qui s'exprime par des communiqués de presse, nous sommes souvent très incisifs, même contre le gouvernement, dans nos conférences de presse et nos communiqués de presse, mais c'est quand même une chose qui est différente. Donc oui, il m'arrive d'être très critique vis-à-vis de la C14 pour une raison très simple, parce qu'aujourd'hui, je considère qu'un parti comme l'ANC qui a réalisé 35% de l'électorat en 2015 est celui qui a le plus de capacité pour gagner les élections dans ce pays. Moi, avec mes 1%, il me faut encore beaucoup de temps. Donc, je considère que si on galvaude les 35%, je peux me permettre, en tant que citoyen, en tant que leader d'opinion, de donner mon avis sur ceci. Mais ça ne veut pas dire que j'ai un problème particulier avec la C14. Vous savez, nous sommes dans un pays où être opposant, dans le sens générique du terme, c'est très compliqué. Vous devez dépenser beaucoup d'argent et vous le faites dans un climat où vous avez beaucoup d'adversité. Quand j'écoute ce que les gens disent, si vous venez sur ma page, vous voyez comment j'en prends plein la gueule. Il faut que vous soyez courageux, que vous sachiez où est-ce que vous allez. Autrement, vous allez abandonner. Donc non, je n'ai absolument rien contre la C14. J'ai été avec la coalition Arc-en-Ciel et le CAP 2015. Je sais les conditions dans lesquelles on travaille, mais je trouve aussi qu'il est très important que d'autres éveilleurs de confiance comme nous aient le courage de temps en temps de dire à nos grands frères, non mais écoutez les gars, ça c'est pas bon. D'accord. Monsieur Tama, une dernière question par rapport à cette histoire de centre que vous avez évoquée tout à l'heure. Vous avez évoqué la question du centre. Je me dis, mais où se situe concrètement le centre dans le contexte togolais? Vous permettez que je m'explique? Il y a d'un côté les gens qui disent ils ont gardé le pouvoir pendant plus de 50 ans, il faut qu'ils s'en aillent. De l'autre côté, on semble dire oui, mais ça fait 50 ans, mais on n'est pas encore prêt à quitter. Bon, il y en a qui disent 50 ans, ça suffit. Il y en a qui disent ça ne suffit pas. Et vous êtes du centre. Comment peut-on situer exactement ce centre entre ces deux positions tranchées? Nous sommes de ceux qui disent 50 ans, ça suffit. Attention, il ne faut pas faire d'amalgame.
Nous sommes de ceux qui disent 50 ans, ça suffit. Maintenant, c'est dans le comment là qu'il y a une différence. Il y a des gens qui disent les seules conditions de négociation, c'est le départ. Nous disons, vous êtes bien gentil, mais comment vous faites ça? Voilà, c'est ça la différence entre le net et d'autres personnes. Vous savez, moi j'ai 43 ans aujourd'hui. Quand je suis né, il y avait un Gnassingbé au pouvoir. Je n'ai pas envie d'avoir 50 ans ou bien même 45 ans avec un Gnassingbé. Bon, voilà, j'aimerais bien que ça change. Mais maintenant, il ne suffit pas de se gargariser de formules révolutionnaires pour que M. Faure Gnassingbé quitte son palais. Un mouvement citoyen a été... La C14 parle d'un mouvement citoyen à partir du 12 janvier prochain. Pour pouvoir faire les choses. Est-ce que vous vous retrouvez dedans puisque vous venez de lancer un appel à la mobilisation générale? On a déjà fait le CST qui est un mouvement citoyen, c'est ce que je dis. On a parfois l'impression au Togo qu'on fait un éternel recommencement. On a fait le CST avec 14 formations, 6 formations, même 6 formations politiques, 10 organisations de la société civile. Ils sont allés aux élections, on a retrouvé que les partis politiques à l'Assemblée. Je ne pense pas que ce soit la panacée. Je crois qu'aujourd'hui, il faut travailler beaucoup plus sur la formation citoyenne et surtout la formation politique des Togolais parce que nous, quand on va sur le terrain, on se rend compte que les gens ne comprennent même pas que le droit de vote a été emporté de haut vol, que des gens souffrent, des gens sont morts ailleurs pour avoir le droit de vote et qu'il ne faut pas le galvauder. Donc aujourd'hui, les libertés, le peu d'espace de liberté qu'on a, il faut les entretenir, former les citoyens pour faire en sorte que, quelles que soient les élections qui arrivent, vous savez, moi je dis toujours que ça ne sert à rien de personnaliser la question de la limitation de mandat. Il faut juste se dire en 2020, quel que soit le candidat que UNI présente, qu'on le batte. Donc c'est par rapport à ça, on dit qu'il faut travailler sur la formation citoyenne, il faut travailler sur l'éveil des mentalités, surtout sur la pédagogie au niveau des militants, pour que tous les militants soient des ressorts pour l'alternance en 2020. Monsieur Djeri Tama, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres depuis le début jusqu'à la fin. Restez toujours en compagnie de Aro TV pour le bonheur. Merci.